Dans le contexte de l'épidémie de coronavirus, le Covid-19, et compte tenu des mesures administratives limitant et interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, la présente assemblée se tiendra à huis clos. Or, la présence physique de ces actionnaires, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance numéro 2020-321 du 25 mars 2020, prise en application de l'article 11 de la loi 2020-290. Le bureau de l'Assemblée générale a été préconstitué par le conseil d'administration lors de sa séance du 19 mai 2020 et est composé comme suit. Frédéric Bragg, moi-même, président de l'Assemblée, directeur général et administrateur de Mediant Technologies. Scrutateur, M. Bernard Reymann, actionnaire, acceptant et salarié de la société en tant que directeur financier. Scrutateur, M. Nicolas Dano, actionnaire, acceptant et salarié de la société. Secrétaire, M. Jean-Olivier, salarié de la société. Assistent également à la présente réunion M. Jean-Marc Lorenzo et Hakim Abdelkafi, représentants du comité social et économique, Maître Arakelian et Maître Rib, et la société PricewaterhouseCoopers auditeurs sont invités, absents et excusés. Tous les membres assistent virtuellement via la plateforme Zoom. Les actionnaires ont pu voter, soit par l'envoi d'un pouvoir au profit du président de l'Assemblée, soit par correspondance. Maître Arakelian, pouvez-vous nous donner le statut du quorum à ce jour? Merci, Monsieur le Président. Donc, au vu de la feuille de présence, les quorums des assemblées générales ordinaires et extraordinaires sont atteints avec 7 267 836 000 actions présentes ou représentées. Merci. Alors, je vais préciser qu'il n'y a pas eu de questions écrites de la part des actionnaires et je vais vous faire une courte présentation pour vous donner un peu les faits marquants de l'année 2019 et un peu ce qu'on peut attendre de l'année 2020. Donc, on a eu une très forte hausse de notre revenu sur l'année 2019, comme je viens de dire, d'environ 41%, et une très forte augmentation aussi de notre niveau de carnet de commandes. Pour préciser que le carnet de commandes représente tous les contrats qu'on a en cours signés par des labos pharma et qui sont étalés sur 2 à 2 ans et demi. Et nous avons fait une augmentation de 61% de notre carnet de commandes entre 2018 et 2019, donc une augmentation extrêmement significative. Notre situation de trésorerie était très stable et sur les 6 derniers mois de l'année, nous avons réussi à garder quasiment un équilibre. Notre situation de trésorerie à la fin de l'année était de 7,6 millions d'euros. Donc, sur les 6 derniers mois de l'année, nous avons consommé environ 0,3 millions d'euros par trimestre, ce qui est une très forte décroissance par rapport à ce qu'on faisait dans les années précédentes. Si on regarde les performances sur Q1, on continuait toutes les bonnes performances qu'on a eues en 2019. Le premier trimestre de l'année a été notre meilleur trimestre historique. Notre carnet de commandes a augmenté, il est passé à 44,4 millions d'euros, soit une augmentation de 6,1 millions par rapport au 31 décembre. Nous avons eu un impact Covid. L'impact Covid se reflète dans le fait que nos clients, les labos pharma, ont eu du mal à recruter des patients aux essais cliniques et il y a certains essais cliniques qui ont été différés, avec un impact surtout dans le premier trimestre venant de la Chine à partir de janvier, février, mars. Malgré ça, on a augmenté notre revenu de 45% par rapport à Q1 de l'année dernière. Donc, malgré l'impact Covid, on a fait un très très bon trimestre. Et s'il n'y avait pas eu l'impact Covid, évidemment, on aurait eu encore une plus grande croissance. Je vais préciser que c'est surtout des revenus qui sont différés, ce n'est pas des revenus qui sont annulés. C'est le fait qu'ils n'ont pas pu faire leur recrutement en temps voulu, et voilà, c'est repoussé dans le temps. Maintenant, la situation elle est redevenue quasi normale en Chine. Tous les recrutements sont relancés, tout se passe quasi normal en Chine, et on est déjà en train de rattraper aussi une grande partie du retard sur l'Europe et les États-Unis. Donc, on est en voie de régularisation pour les essais cliniques. Ça, c'est pour vous montrer qu'on est une société vraiment globale. On traite avec des essais cliniques dans le monde entier, que ce soit sur la Chine, que ce soit sur la Russie, l'Europe, les États-Unis, l'Amérique du Sud. Pourquoi? Parce que les essais cliniques sont globaux. Donc, nous, on suit nos clients dans le monde entier.
et on est capable de les suivre dans le monde entier. Et ça a beaucoup d'importance pour les clients de savoir qu'on est capable de justement apporter des services pour leurs services globaux. Pour vous donner certains des faits marquants pour l'année 2019, donc on a signé un prêt avec la BEI pour 35 millions d'euros au mois de décembre 2019, ce qui évidemment apporte une situation financière très confortable à Median pour même les années à venir. Nous avons reçu le versement de la première tranche de 15 millions en avril 2020. Il reste 2 tranches de 10 millions chacune que nous pourrons tirer ou ne pas prendre en fonction de certains milestones qu'on aura atteints et ensuite à savoir si on a besoin de cet argent ou pas. Nous avons aussi signé un partenariat clinique très structurant avec la PHP. Alors en premier lieu, c'est pour le cancer du foie, mais en fait, c'est un accord cadre, ce qui nous permet de pouvoir travailler avec eux sur de multiples indications cliniques. Alors ça a une importance colossale en sachant que la PHP, évidemment, c'est une des plus grandes sources de données médicales au monde et que parmi les plus grands cliniciens dans leur domaine au monde sont aussi des praticiens de la PHP. Ceci dit, nous travaillons aussi avec des hôpitaux dans le monde entier et on va continuer à annoncer des partenariats avec des très grands hôpitaux, parmi les plus grands dans leur domaine, aux États-Unis et en Asie aussi. Pour la partie iBiopsy, nous avons lancé maintenant 3 plans de développement clinique sur des maladies très précises sur lesquelles il y a un énorme besoin clinique. Il y a en premier sur les maladies du foie, avec 2 axes sur la NASH. La NASH est une des plus grandes maladies, un des grands fléaux de santé actuels dans le monde entier. C'est une conséquence du foie gras. Quasiment 1 personne sur 5 aux États-Unis est atteinte de foie gras. Et quand ça atteint le stade de la NASH, évidemment, aujourd'hui, il n'y a pas de traitement. Donc, c'est des situations très, très lourdes pour les patients. Et nous faisons un programme là pour essayer de repérer des patients NASH avant qu'ils arrivent dans un stade critique aussi et de pouvoir mesurer l'efficacité des traitements quand ils vont arriver. Nous avons aussi un programme sur le cancer du foie. Je rappellerai que c'est un des cancers les plus horribles. Tous les cancers sont horribles, mais celui-là particulièrement, avec 95% de mortalité à 5 ans et pour lequel il n'y a pas de traitement. Aujourd'hui, il y a une chirurgie qui est faite quand on repère un cancer du foie et on prie tous les jours pour qu'il ne revienne pas. Là, il s'agit de pouvoir le détecter de manière précoce à un stade où on peut vraiment savoir qu'il est resté d'un point de vue local et être opérable. Et aussi de pouvoir, pour des patients qui ont été opérés, de pouvoir prédire la récurrence du cancer parce que c'est là où on peut intervenir et augmenter les chances de survie des patients. Donc, pour les maladies du foie, des besoins cliniques et des besoins de santé qui sont extrêmement importants. Un autre axe est dans l'immuno-oncologie. Alors, je vous rappellerai que Median, avec ses activités ICRO, travaille sur de très, très nombreuses études en immuno-oncologie et qu'on gère ça pour parmi les plus grands labos pharma au monde, que ce soit en Chine, en Europe ou aux États-Unis. Une des grandes problématiques de l'immuno-oncologie, si vous êtes familier avec ça, c'est qu'on essaie de stimuler le système immunitaire pour aller combattre les tumeurs, ce qui semble très logique. Le problème, c'est que c'est très compliqué à calibrer et qu'aujourd'hui, il y a en moyenne 20 à 30% de répondeurs, 30% étant dans le meilleur des cas, 20% quasiment la moyenne. Ça veut dire qu'il y a entre 70 et 80% de gens qui ne répondent pas à leur traitement et qui non seulement ne répondent pas à leur traitement, mais dans beaucoup de cas font des effets secondaires qui sont très néfastes. Donc évidemment, pour les institutions de santé, je pense aux hôpitaux, pour les payeurs, c'est une hérésie de donner des médicaments à des patients qui ne veulent pas répondre à leur traitement. Et en plus, il y a une volonté très forte de toutes les instances réglementaires, et la FDA, IMEA et la CFDA en Chine, pour avoir ce qu'on appelle des tests de monitoring qui puissent évaluer la réponse au traitement des patients quand ils sont mis sous traitement. Et justement pour s'assurer dans la médecine de précision qu'on apporte le bon médicament au bon patient. Nous sommes en train de travailler sur un biomarqueur non invasif par imagerie pour identifier les patients qui sont potentiellement répondeurs à l'immuno-oncologie. Évidemment, ça peut avoir un impact santé qui est absolument colossal. L'impact, il est aussi bien pour les labos pharma, le plus grand bénéficiaire sera évidemment le patient. On aura un traitement qui sera beaucoup mieux adapté à ces conditions. Nous avons fait une première annonce sur certains de nos résultats cliniques il y a quelques jours sur le cancer du foie, avec des résultats qui sont extrêmement prometteurs pour démontrer toute la pertinence
de notre plateforme iBiopsy. Je rappellerai que la plateforme iBiopsy, c'est une plateforme pour extraire des signaux dans les images qui s'apparentent comme à une empreinte digitale. Nous avons tous des empreintes digitales. Je peux vous retrouver tous simplement par des petites marques que vous laissez sur la table. Et j'arrive à complètement vous reconstruire vous si j'ai pu faire une corrélation avec une base de données où il y a des personnes sont codifiées et enregistrées. Ben, c'est le même principe. Nous, on essaie de trouver l'empreinte digitale de l'image qui correspond à un certain type de cancer. On essaie de trouver l'empreinte digitale de l'image qui correspond à la maladie de la NASH et de la fibrose, par exemple. Et donc là, on commence maintenant. On a beaucoup travaillé sur le développement de cette plateforme qui est extrêmement puissante et peut être déclinée sous forme de différentes indications cliniques. Et la première publication qu'on a faite dans le cancer du foie montre des résultats extrêmement prometteurs et nous allons faire plusieurs publications dans les 12-18 mois qui viennent dans toutes les indications cliniques, sur le foie, sur d'autres cohortes de patients pour montrer la pertinence sur une plus grande cohorte de patients. Et nous allons faire la même chose pour la NASH et pour l'immuno-oncologie. De ce fait, nous avons aussi continué à recruter aussi bien toute la partie data science, donc toute la partie scientifique, que ce soit des très grands spécialistes en intelligence artificielle. Et je vous rappelle que Médian, le cœur de l'ADN de Médian a toujours été le traitement d'image et l'intelligence artificielle. Pour donner un peu plus de précision sur l'impact Covid sur l'activité de Médian, ben, comme tout le monde, Médian toute la société a été mise en télétravail du jour au lendemain. Et nous n'avons subi aucune interruption de service. En fait, tous nos clients, aujourd'hui, ils sont desservis de manière électronique. Donc, on est habitué au quotidien à faire ce genre de travail. Donc, et on était très bien équipés pour tous les employés pour qu'ils puissent travailler de la maison dans de bonnes conditions. Donc, ça n'a pas eu d'impact sur les opérations qu'on doit mener avec les clients. Par contre, les clients ont eu un impact, eux, que j'ai mentionné tout à l'heure, avec, dans certains cas, des délais de recrutement de patients. Et vu que nous, on facture aux analyses de patients, évidemment, il y a eu un impact aussi là-dessus. Et que j'ai mentionné tout à l'heure, on a néanmoins fait 45% d'augmentation de revenus par rapport à Q1 de l'année dernière. Et cet impact sur les encaissements, donc je rappellerai que simplement un décalage de paiement, ce n'est pas des annulations de contrat, c'est du fait qu'ils n'ont pas pu recruter en temps et en heure. Leurs essais cliniques vont évidemment reprendre et ils ont repris, comme j'ai dit, pour la Chine et ils sont en train de reprendre partout dans le monde. Donc, c'est simplement un décalage de revenus qu'on espère récupérer dans les trimestres qui viennent. Pour terminer, je vais vous faire un petit bilan de ce à quoi on s'attend pour l'année 2020 et le futur. Si on regarde la partie ICRO, on a déjà démontré maintenant 6 trimestres de croissance consécutive. On est sur une tendance très forte de croissance. On est dans un marché qui est extrêmement fragmenté et Médian commence à être reconnu avec un très fort différenciateur en apportant des technologies pour extraire des informations le plus pertinentes possible des images pour leurs essais, ce qui est absolument clé pour les instances réglementaires. Et ce différenciateur, il est unique, c'est-à-dire toutes les autres sociétés dans notre marché des ICRO sont des sociétés de services traditionnelles et qui n'ont pas de différenciateur technologique. On a aussi bénéficié d'un positionnement très fort sur la Chine, qui est le marché qui est en plus grande croissance. Je rappelle que c'est un marché au total qui fait entre 1 et 1,4 milliard de dollars par an, qui est sous-traité de la part des labos pharma vis-à-vis de sociétés telles que nous, et que le marché chinois a subi une très forte croissance du fait du positionnement du gouvernement chinois, le président Xi Jinping ayant fait une priorité nationale déjà il y a plus de 8 ans, de développer l'industrie pharmaceutique chinoise et il a injecté des milliards dans le système et qui évidemment se traduit par de nombreux essais cliniques. Ceci dit, notre marché se développe très très bien aux États-Unis et en Europe aussi et on est en train de travailler sur de nombreux partenariats potentiels pour nous donner accès à plus d'appels d'offres. Je vous rappellerai qu'aujourd'hui, la croissance qu'on a subie sur l'année dernière était uniquement basée sur quasiment 2 vendeurs sur le terrain. Et donc, ça montre le potentiel de croissance qu'on peut avoir si on arrive à avoir une meilleure couverture pour avoir accès à plus d'appels d'offres. Sur la partie e-biopsie, maintenant, au lieu de parler simplement de concept, on a investi très fortement dans cette plateforme qui est absolument unique pour extraire ces signaux de l'image dont je parlais, ces signatures qu'on corrèle à des vérités cliniques pour montrer que la signature correspond à une vérité biologique, cellulaire ou même de mutation génétique.
Maintenant, nous avons aussi un très fort soutien, si on peut dire ça, c'est de la part des instances réglementaires qui, elles, demandent presque d'avoir une exigence. Elles sont très moteurs pour faire avancer ce qu'on appelle les biomarqueurs non invasifs. Il y a deux types de biomarqueurs non invasifs. Ce sont les biopsies liquides, où on fait des échantillons sanguins pour analyser des marqueurs qu'on peut trouver dans le sang. Et ben nous, on trouve des marqueurs qui sont dans les images. Les deux ont leurs avantages et leurs désavantages, ça serait un plus long débat, mais quelque part sont très complémentaires. Si moi je regarde nos petits amis, nos petits copains américains qui sont dans les biopsies liquides, c'est des sociétés qui valent plusieurs milliards avec des chiffres d'affaires qui sont soit totalement inexistants, soit très faibles. Et ce n'est pas simplement basé sur du rêve, c'est le potentiel que ça peut représenter en sachant que les technologies existent maintenant pour extraire des informations qu'on était incapable d'extraire il y a encore quelques années. Pour démontrer, nous, toute notre approche, on va continuer à publier des résultats cliniques pour démontrer la pertinence de nos résultats. Ce qu'on a fait hier avec des résultats très prometteurs sur le cancer du foie. Et on va continuer, comme j'ai dit, à faire des publications encore sur le cancer du foie, sur les plus grandes cohortes de patients, mais aussi sur la NASH et l'immuno-oncologie. Nous sommes en discussion en cours avec beaucoup de partenaires cliniques, donc des hôpitaux qui sont parmi les plus reconnus dans le monde dans leur domaine, pour travailler avec nous sur les validations et l'accès à leur cohorte de patients pour les validations. Nous sommes aussi en train de discuter, évidemment, avec des grands labos pharma qui, tous nos clients ICRO, ont un énorme besoin de tout ce qu'on développe pour la partie biopsie. Tout ce qui peut les aider à mieux recruter les patients pour augmenter les chances de succès de leurs essais cliniques peut avoir un impact majeur pour eux. Je rappellerai que le plus grand bénéficiaire de ce qu'on fait, c'est quand même le patient. Et évidemment, donner accès à ces tests diagnostiques aux patients au quotidien va avoir un grand impact, même médical, pour la santé et les institutions de santé. Donc nous, on se positionne vraiment comme un comparable aux sociétés qui sont actives dans le domaine aux États-Unis, dans le domaine des biomarqueurs non invasifs, comme les biopsies liquides. L'imagerie est un vecteur absolument évident pour avancer là-dedans. Et de plus en plus de démonstrations sont faites dans ce sens-là. Et Médian va être extrêmement bien positionné pour certainement essayer de prendre une part très importante de ce secteur. Ce qui donne un potentiel de croissance pour Médian extrêmement fort et sur lequel aujourd'hui on pense être extrêmement bien positionné. Et je rappellerai aussi, Médian, aujourd'hui, on est plutôt très bien financé avec l'emprunt BEI qu'on a reçu. On n'a aucun plan pour faire une augmentation de capital à court terme, en tout cas jamais au cours même actuel, malgré la très forte croissance qu'on a subie ces derniers jours. On n'a aucune pression pour aller faire une augmentation de capital. Si ça doit se faire, ça ne se fera pas du tout dans ces conditions-là. Et ça sera, mais rien de prévu à court terme. Voilà. En tout cas, je vous remercie tous pour votre confiance. Je suis ravi de vous avoir tous comme actionnaires et j'espère qu'on va avoir de très belles perspectives ensemble pour l'année 2020 et les années futures. Merci à tous. Nous allons passer maintenant au texte résolution. Pour mémoire, le détail des résolutions a été publié au BALO numéro 55 le 6 mai 2020 et également publié sur le site Internet de la Société. La première résolution concerne l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Cette résolution est adoptée. La deuxième résolution concerne l'approbation des comptes consolidés de l'exercice clos en 31 décembre 2019, présentés conformément aux normes IFRS. Cette résolution est adoptée. La troisième résolution concerne l'affectation du résultat. La perte de l'exercice de 7 988 450 € est imputée en totalité sur le compte report à nouveau. Cette résolution est adoptée. La quatrième résolution concerne l'approbation des conventions visées à l'article 225-38 du Code de commerce, conventions qui sont décrites dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées. Cette résolution est adoptée. La cinquième résolution consiste à donner quitus à M. Frédéric Prague. Cette résolution est adoptée. La sixième résolution consiste à donner quitus à M. Orhan Müdüroglu.
Cette résolution est adoptée. La 7e résolution consiste à donner quitus à M. Otello Stampacchia. Cette résolution est adoptée. La 8e résolution consiste à donner quitus à M. Tim Haynes. Cette résolution est adoptée. La 9e résolution consiste à donner quitus à M. Kapil Dhingra. Cette résolution est adoptée. La 10e résolution concerne le renouvellement du mandat d'administrateur de M. Frédéric Bragg pour une période de 3 années. Cette résolution est adoptée. La 11e résolution consiste au renouvellement du mandat d'administration de M. Oran Mudurol pour une période de 3 années. Cette résolution est adoptée. La 12e résolution consiste au renouvellement du mandat d'administration de M. Kapil Dhingra pour une période de 3 années. Cette résolution est adoptée. La 13e résolution consiste en la nomination d'un nouvel administrateur, M. Ernst Züge. Cette résolution est adoptée. La 14e résolution consiste en la fixation des rémunérations des fonctions d'administrateur conformément à l'article 225-45 du Code de commerce pour la somme de 80 000 € au titre de l'exercice 2020. Cette résolution est adoptée. La 15e résolution consiste à autoriser le conseil d'administration pour acheter les actions de la société dans le cadre des dispositions de l'article 225-209 du Code de commerce, dans le cadre des objectifs autorisés, dans la limite de 10% du nombre total d'actions composant le capital social, pour un prix unitaire maximum d'achat des actions pour 15 € et pour une période de 18 mois. Cette résolution est adoptée. La 16e résolution consiste à autoriser le conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions détenues en propre, conformément aux dispositions de l'article 225-209 du Code de commerce, dans la limite du 10% du capital social pour une période de 18 mois. Cette résolution est adoptée. La 17e résolution consiste à donner délégation au conseil d'administration à l'effet de procéder à des augmentations de capital par émission d'actions de valeur mobilière donnant accès au capital et d'attribution de créances avec maintien de droits préférentiels de souscription pour une période de 18 mois pour un plafond nominal des augmentations de capital de 500 000 € avec un prix de souscription ne pouvant être inférieur à la moyenne des cours de clôture de l'action de la société constatés lors des 20 séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement diminuée d'une décote maximum de 20%. Cette résolution est adoptée. La 18e résolution consiste à donner délégation au conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions valeur mobilière donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'une offre au public pour une période de 18 mois avec un plafond d'un montant nominal des augmentations de capital de 500 000 €. Le prix de souscription ne pourra être inférieur à la moyenne des cours de clôture de l'action constatée lors des 20 séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 20%. Cette résolution est adoptée. La 19e résolution consiste à donner délégation au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions de la société ou des valeurs mobilières donnant accès au capital dans le cadre d'une offre visée au paragraphe 1 de l'article 411.2 du Code monétaire et financier pour une période de 18 mois. Le prix de souscription ne pourra être inférieur à la moyenne des cours de clôture de l'action de la société constaté lors de 20 séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 20%. Cette résolution est adoptée. La 20e résolution consiste à donner délégation au conseil d'administration à effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription pour une durée de 18 mois, conformément à l'article 225-135.1 du Code de commerce, permettant d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital social dans la limite de 15% de l'émission initiale résultant des délégations réalisées en vertu des résolutions 17 à 19 et des résolutions 26 à 27. Cette résolution est adoptée. La 21e résolution consiste dans la fixation globale des augmentations de capital, objet des délégations consenties au titre des précédentes résolutions,
Plafond du montant nominal global des augmentations de capital sera de 1 million d'euros pour les résolutions 17 à 19. Cette résolution est adoptée. La 22e résolution consiste à donner à délégation au conseil d'administration en vue de consentir au profit des bénéficiaires qu'il déterminera des actions gratuites existantes ou à mettre dans la limite maximum de 10% du capital social, conformément aux dispositions de l'article 225, 197.1 et suivant du Code de commerce, pour une durée de 38 mois, pour un plafond du nombre total d'actions gratuites attribuées de 10% du capital social à la date d'attribution, au profit des bénéficiaires déterminés par le conseil d'administration, avec une période minimale d'acquisition de 1 an et une durée minimum cumulée des périodes d'acquisition de conservation de 2 ans. Cette résolution est adoptée. La 23e résolution consiste à donner à délégation au conseil d'administration en vue d'émettre au profit des bénéficiaires qu'il déterminera des options de souscription d'actions conformément aux dispositions des articles 225, 177 et suivants du Code de commerce pour une durée de 38 mois avec un plafond de 500 000 options donnant droit à 500 000 actions au profit des bénéficiaires déterminés par le conseil d'administration pour une période maximale de 7 ans pour lever les options et pour un prix de souscription aux actions déterminé par le conseil d'administration conformément à l'article 225-177 du Code de commerce. Cette résolution est adoptée. La 24e résolution consiste à donner délégation au conseil d'administration à l'effet de décider une augmentation de capital réservée aux salariés de la société conformément aux articles L. 3332-18 et suivants du Code de travail pour une durée de 18 mois au profit des salariés ou anciens salariés de la société adhérant à un plan d'épargne d'entreprise pour un plafond nominal de 1% du capital. Cette résolution est rejetée. La 25e résolution consiste en l'annulation des délégations données au conseil d'administration par l'Assemblée générale extraordinaire en date du 26 juin 2019, l'annulation des délégations prévues par les résolutions 11 à 19 de l'Assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2019. Cette résolution est adoptée. La 26e résolution consiste à donner délégation de compétences consentées au conseil d'administration à l'effet de procéder à une émission réservée d'actions de la société et des valeurs mobilières donnant accès aux actions de la société pour une durée de 18 mois, pour un plafond de 300 000 actions et pour un prix unitaire de souscription égal à 95% de prix par action dans le contexte de la dernière levée de fonds de la société d'au moins 5 millions d'euros et souscrite par tout nouvel investisseur. Cette résolution est adoptée. La 27e résolution consiste à supprimer le droit préférentiel de souscription en relation avec la délégation qui précède au profit de la Banque européenne d'investissement. Cette résolution est adoptée. La 28e résolution consiste à donner les pouvoirs pour les formalités pour la présente Assemblée. Cette résolution est adoptée. Monsieur le Président, nous avons fini avec l'ordre du jour. L'ordre du jour étant épuisé, est levé. Le procès-verbal de l'Assemblée ainsi que la feuille de procès seront signés par les membres du bureau par le procédé réalisé DocuSign. La vidéo enregistrée sera mise sur le site de la société. Merci à tous.